Salut à tous, on se retrouve dans By The Geek. Ok, ils veulent que je reprenne les bails, ok. Bah ok, ils veulent que je reprenne les bails, ok. Je leur ai dit que je prépare une grande, ok. Je leur ai dit que je prépare une grande, ok. Je leur ai dit. Le jeu vidéo, ce type de divertissement qui permet à toute une génération de s'émanciper au travers d'un univers créatif. Aujourd'hui, unanimement apprécié, ça n'a pas toujours été le cas. Ce média revient de loin, de très loin. Aujourd'hui, dans cette émission, on va revenir sur les différentes étapes du processus. On va vous montrer comment et pourquoi le jeu vidéo a pris une si grande place dans la culture populaire. « 29 novembre 1972, date de sortie d'un des premiers jeux vidéo à rencontrer un certain succès auprès du grand public. Pong. Les raisons de son succès ? Sa jouabilité. Utilisant simplement mais efficacement les bases de la 2D, se servant à la fois de son horizontalité et de sa verticalité. Bon, je vous l'accorde, c'était pas non plus l'apogée du divertissement. Mais les bases étaient déjà là. Mais ce qui participera grandement à la popularisation du jeu sera sa console, l'Atari 2600. Sorti le 11 septembre 1977, soit 5 ans après la sortie du jeu initial, en démocratisant un concept encore tout frais à l'époque mais novateur, la console de salon. Avec ça, plus besoin de se déplacer pour dépenser des sommes astronomiques sur une borne d'arcade pour jouer quelques minutes à un jeu. Et cette publicité axée sur l'économique s'avéra efficace, avec plus de 40 millions de ventes à l'époque. Et ce succès va notamment intéresser Nintendo, qui faisait à ce moment-là ses débuts dans les jeux vidéo grand public, ayant plutôt l'habitude de produire des jeux de cartes pour adultes. Super Mario Bros et The Legend of Zelda, sortis respectivement en 1985 et 1987 sur console de salon, tâcheront de faire entrer Nintendo par la grande porte. Notamment Zelda avec sa vue du dessus, tentant d'élargir le spectre de la 2D avec un monde ouvert entièrement explorable à la guise du joueur. Mais l'outil qui permettra de pousser cette vision à son paroxysme n'est nul autre que la 3D. Apportant une nouvelle dimension de gameplay et changeant radicalement la façon dont le jeu vidéo est approché à la fois par ses joueurs et notamment ses créateurs, ayant des coûts plus élevés, des temps de production plus longs. Mais une autre chose qui augmente, c'est la durée de vie des jeux, allant de 5-10 heures à une trentaine pour les jeux à narration, et certains virtuellement même infinis. Cette durée s'explique par la possibilité qu'a le joueur de contrôler la caméra. Avec la caméra, le joueur prend le contrôle du jeu, devient plus omniscient, choisit où regarder et quoi regarder, donnant une toute nouvelle ampleur à l'exploration au sein du jeu vidéo, poussant les game développeurs et game designers à être encore plus généreux à ce sujet. La furtivité, elle, prendra à son tour une part importante grâce au Metal Gear Solid de Konami. De par l'utilisation poussée de son environnement, que ce soit l'interaction des PNJ avec leurs alentours au travers d'une IA plus poussée, mais aussi la façon de jouer avec les perspectives apportées par la 3D, et en dernier l'aspect cinématographique de ces jeux. Distinguant clairement les moments de narration et les séquences de gameplay au départ pour les unifier de manière plus fluide au cours des années, comme l'a fait Rockstar avec Bully ou plus récemment Red Dead Redemption 2. Certains fusionnant même les deux, comme l'a fait le studio Telltale avec les jeux de Walking Dead et de Wolf Among Us, concentrant leur gameplay autour du scénario et non pas l'inverse, nous permettant d'explorer différents scénarios, donnant un poids au choix du joueur. Ici, jeux vidéo et cinéma ne font plus qu'un. En somme, le jeu vidéo à la base d'une simple forme de divertissement a évolué pour devenir un média plus complet, en perpétuelle évolution, utilisant ses propres outils pour raconter une histoire, changeant à la fois la façon dont le jeu vidéo est conçu et perçu. Comme on vient de le voir, le jeu vidéo a évolué pour devenir un média plus complexe dans sa production, requérant une plus grande main-d'œuvre et un nouveau savoir-faire. Et pour mieux le comprendre, rien de mieux que de demander au premier concerné. Alors moi c'est Enzo Rossi. Je suis étudiant en informatique, en développement et en réseau. Pour l'instant je suis en 2e année. Et, voilà. Pourquoi game développeur ? Tout simplement parce que c'est une de mes passions. J'adore les jeux vidéo, j'ai toujours voulu savoir comment ils étaient faits et comment en faire. Du coup voilà, ça m'a toujours intéressé. Une fois que j'ai testé ça à l'école, ça m'a encore plus intéressé et franchement c'est un métier très passionnant. En quoi cela consiste ? Ça consiste à beaucoup de création, d'idées et après beaucoup de code, de script.
Game developer, en vrai, il commence à y avoir beaucoup d'appels d'offres depuis 20-30 ans. Ça commence à vraiment se développer. En ce moment, il y a beaucoup d'appels d'offres et de grandes entreprises, hein, comme Ubisoft par exemple. Donc non, c'est un secteur d'avenir. L'IA, c'est un très bon outil, mais il faut savoir bien l'utiliser. Je dirais qu'il ne faut pas l'utiliser pour avoir des idées, il faut l'utiliser pour concrétiser son code ou si on a besoin d'aide sur quelque chose. Par exemple, même du debug, ça peut être utile. Alors, attention à ne pas se fier que à ChatGPT par exemple. Il faut quand même regarder derrière, mais c'est utile, ça permet de gagner du temps. Bien sûr, pour créer un jeu, il faut d'abord un modéliste, celui qui va nous faire les modèles 3D, même si on peut en prendre sur internet, la plupart du temps, si on veut créer quelque chose d'original, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, c'est très difficile le graphisme. Le code, hein, du Python des fois, de temps en temps. Mon but ultime, pour l'instant, je sais pas, on verra. Si j'arrive à sortir un petit jeu qui perce, me faire un peu connaître ou quoi, ça permettrait de trouver une grosse entreprise ou d'être pris dans une grosse équipe. Et sinon, on verra bien. Il y a plein de métiers dans l'informatique, du coup je peux me réorienter comme je veux à tout moment. Donc, je suis jamais largué, jamais perdu. Comme précédemment montré, la façon de fabriquer le jeu vidéo a changé. Mais une autre chose tout aussi conséquente a changé. C'est la perception qu'a le grand public envers ce média. À la base dénigré, c'était un sujet niche, devenu plus accessible grâce à Internet, donnant un aspect positif aux jeux vidéo. Tout d'abord, grâce aux plateformes telles que YouTube et Twitch, permettant même à certains de partager leur passion, rendant possible à des passionnés d'en faire leur métier. On regarde tout de suite. Je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans, je suis en études d'acting et à mon temps perdu, je fais du stream. En général, je joue à Call of Duty, Valorant, Minecraft, Rocket League. J'essaye de varier en général les jeux auxquels je joue, mais j'ai une petite préférence pour Valorant et Call of Duty. J'ai un petit niveau, quoi. Il faut savoir dire quand on est fort ou pas. Il y a des statistiques qui ne trompent pas. Les statistiques ne trompent pas, voyons. J'ai plusieurs petites scènes, comme l'intermission. Donc là, j'ai ma caméra, mon logo. Ensuite, j'ai mon full cam, donc c'est la caméra en entier. Et quand je suis en jeu, donc j'ai ma caméra en haut, avec le jeu en fond, et toujours quelques petits overlays à droite à gauche que je rajoute en plus. Donc du coup, je mets toujours ça sur mon deuxième écran. J'essaie de tout faire pour que le spectateur ait quelque chose de beau devant lui. Moi, je vois pas l'intérêt de faire une partie pendant 40 minutes et qu'au final, ça m'apporte rien, même pas un petit rang, un petit truc qui me dit je suis à tel niveau sur le jeu. Ouais, genre pour moi, quand je joue, j'ai envie de gagner un truc. Et le fait de savoir que j'ai le même niveau que telle ou telle personne et j'ai une vraie progression, quoi. Moi, les compétitions, je trouve que les gens, c'est des malades mentaux parce qu'ils sont très très bons. Et même dans leur mental, dans leur réflexion, franchement, ils sont très très intelligents. Ils sont formés pour ça, ils sont entraînés pour réfléchir comme des machines, hein, globalement. Les gens en compétition, je respecte tellement parce que c'est vraiment un autre monde. En fait, c'est de la compétition. C'est comme un athlète, un gars qui fait du saut en longueur. Il va participer au JO. C'est le Graal pour lui. Par exemple, Valorant, on voit qu'il y a plusieurs compétitions. Les compétitions régionales par pays. Il y a les compétitions par région, Europe, etc. Et il y a les compétitions, les championnats du monde. Et les championnats du monde, tout le monde veut les atteindre. Tout le monde veut être champion du monde dans son jeu. Par exemple, sur le jeu League of Legends, on sait tous très bien qui est champion du monde tout le temps. Et parce que le joueur, c'est le sommet, quoi. Faker, c'est 4 fois champion du monde avec la même équipe. Et elles n'arrivent pas
Ils n'arrivent pas à se battre en fait contre eux. Ok, ils veulent que je reprenne les bails, ok. Ok, ils veulent que je reprenne les bails, ok. Je leur ai dit que je prépare une grande, ok. Je leur ai dit que je prépare une grande, ok. Je leur ai dit